Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Ouais, on devrait faire ça. Tu sais, toi, ma pleine fois, les canards qui chantent et qui me regardent. Là. Oui, OK, on en parlera après. Tu sais comment c'est, hein? Tu lances une idée de même, là, tout à coup, quelqu'un l'a fait à ta place. Exact, effectivement. Ouais. On reçoit c'est un médecin pour l'hypnose. Ben, c'est un spécialiste dans un docteur en psychologie, clinicien chercheur en hypnose entre autres, puis son utilisation médicale. Merci. C'est très intéressant parce que généralement, dans l'univers de l'étrange, c'est pour ça qu'on en parlait un petit peu avant la pause, dans l'univers de l'étrange, souvent, ce sont des gens qui placent des gens en état d'hypnose, puis raconte-moi ton histoire d'extraterrestre, ou raconte-moi que t'étais Cléopâtre dans une vie antérieure. Et souvent, ces gens-là... Ou Jules César. Ils ont simplement... Ça dépend comment c'est passé la nuit. Mais souvent, ces gens-là ont simplement lu un peu le guide de comment faire de l'hypnose, tu comprends? Ouais. Et ils n'ont aucune formation sur les dangers de l'hypnose et les faux souvenirs. En fait, il y a toute une littérature scientifique sur l'utilisation de l'hypnose. Les faux souvenirs, ça c'est... Et malheureusement, cette utilisation, disons, un petit peu cavalière de l'hypnose, si tu me permets l'expression, entraîne des gens dans des avenues qui sont, somme toute, assez... Mais les vies antérieures. Où tout le monde était un prince ou un roi. Il n'y en a pas un qui ramassait la bouse de vache. Tout le monde était Cléopâtre et personne ne savait que Cléopâtre était une grecque. Tu sais, ça, c'est assez étonnant. Je suis Cléopâtre, une égyptienne. Ben non, elle était grecque. Ah, ben non. Mais bon, il aurait dû revisiter le livre d'histoire. Et il y a aussi tu veux faire un lien aussi à ce que j'ai dit tantôt là sur le hors contexte. Oui, sur le hors contexte, il y a une expérience qui avait été menée en 2002 par un réalisateur qui s'appelle William Carell. Et son documentaire s'appelle Opération Lune. On comprend bien qu'ici, c'est un exercice qui était volontaire. Hein. Ce que William Carell voulait démontrer, c'est que si on prend des gens, et surtout des gens qu'on voit régulièrement dans les médias, des politiciens et autres, des citations hors contexte, on peut leur faire dire n'importe quoi. Et ce que William Carell avait pris, il dit, je vais prendre un événement marquant du 20e siècle, l'homme sur la Lune, et puis il a pris toutes sortes de citations d'hommes politiciens qui parlent, et dans tous ces gens-là, il n'a ajouté qu'une comédienne qui jouait le rôle d'une secrétaire de la NASA, qui, elle, faisait quand même le lien, là, à gauche, à droite, pour pouvoir combler les vides. Et finalement, tu as un documentaire de 1h30, 2h, qui se tient parfaitement, où là, tu vois des gens comme Ronald Reagan, Jimmy Carter, Salinger et autres, qui parlent des sujets qui n'ont rien à voir avec l'alunissage d'Apollo 11, et pourtant, tu as l'impression que c'est de ça qu'ils te parlent. Et là, donc, tu vois la secrétaire, par exemple, qui introduit le sujet en disant « l'idée de tourner d'un studio, c'était incertain. » Et là, tout de suite après, tu vois Jimmy Carter qui dit « C'est vrai, on a cru qu'à un moment donné, ça pourrait être découvert, mais on est passé à autre chose. » Et là, tu as vraiment l'impression... Ce que William Carell a déploré, l'exercice est magnifique, mais ce que William Carell a déploré, c'est qu'ensuite, les théoriciens du complot qui croient que nous ne sommes pas allés sur la Lune sont allés puiser dans son documentaire. Ils ont volontairement pris des clips et les ont réutilisés et recyclés pour alimenter leur propre théorie du complot. On utilise un mockumentaire sur le hors contexte et on l'utilise hors contexte pour faire croire qu'on n'a pas été sur la Lune. C'est quand même incroyable. C'est tordu en désespoir. Les fantômes. Ouais. Écoute, Benoît, aujourd'hui, j'ai dit, on est vendredi. Je vais mettre ta crédibilité, mais ta crédulité à l'épreuve. Okay. Comme le disait si bien le capitaine Bonhomme, les sceptiques, toi le premier, seront confondus. Quel beau Dieu. Et dans le cas présent, je t'amène en Inde. Oui. Hein? On sait que les services de police sont très efficaces. Et voilà, ils ont dit... Et ce que je raconte là est tout à fait vrai, là. On rit déjà, mais c'est tout à fait vrai. Donc, il y a un service de police de la ville d'Ahmedabad, qui se trouve dans le nord de l'Inde, qui ont émis une directive au cours des derniers jours, qui ont fait circuler dans leur brigade en disant à leurs policiers, soyez attentifs aux histoires de fantômes. Parce qu'elle pourrait permettre de solutionner des crimes. OK, c'est un mot d'ordre. Ah oui, c'est un mot d'ordre. Prenez ça très au sérieux. Ah ouais. On donne 2 exemples récents qui ont permis à la police indienne de mettre le grappin sur des tueurs, et ce, grâce à des histoires de fantômes.
Donc, la première qui est citée, on n'a pas beaucoup de détails, mais apparemment, un homme et sa femme, écoute, un homme et sa femme auraient assassiné un troisième individu. En fait, ils auraient assassiné le mari de la femme. Okay. Donc, on a un couple, et le mari cocu, a pas aimé sa situation. Ils l'ont éliminé, ils l'ont enterré sous la maison. Mais les mois s'écoulant, la maison est devenue hantée par le fantôme du mari cocu. Et le couple est allé se dénoncer à la police à cause du fantôme. Oui, ils sont allés voir la police, ils ont dit, nous, on est aux prises avec un fantôme. Et là, les policiers ont commencé à enquêter là-dessus. Puis là, ils ont découvert que le fantôme était apparemment le mari cocu enterré sous le plancher de la cuisine. Donc, histoire assez étrange. Et la deuxième, elle est encore plus étonnante. Écoute, on avait beaucoup de détails. L'affaire nous amène, c'est une solution récente, c'est en fait une solution qui date de quelques jours, mais l'affaire nous renvoie en 1992. Donc en 1992, on a une femme qui s'appelle, là j'ai pris quelques notes, puis désolé si les mots, la prononciation des noms, je sais qu'on est préoccupé de toujours donner la bonne, mais dans le cas présent, désolé de faire. Oui, c'est ça. En 92, une femme du nom de Farzana Radanpouri. Bien dit. Donc cette dame-là, elle est mariée avec un Samshuddin Kidawala. Moins réussi. Samshuddin Kidawala. Et elle a 40 ans à ce moment-là. Le couple ont des difficultés financières et elle, qui vient de Mumbai, décide de faire de la prostitution occasionnelle pour pouvoir rejoindre les deux bouts. Mais éventuellement, le mari aime pas ça. C'est quand même un peu comprenable. Mais surtout, on a beaucoup cette idée de le crime d'honneur. Donc lui, il a l'impression que quelque part, il y a un crime d'honneur qui est commis. Il en parle avec son frère et deux autres complices. Et finalement, ils en viennent à l'idée d'assassiner la femme en question. Donc qui se prostituait pour payer les comptes. Ouais, voilà. Parce que le bonhomme, lui, fait pas assez d'argent. Voilà. Puis lui, il aime pas ça. Un crime d'honneur. Il appelle ses complices, son frère et deux autres amis pour finalement dire, on va se débarrasser d'elle. Fait que crime d'honneur. Donc, parce qu'on pourrait se dire, il y a rien qu'à se séparer, mais bon, dans cette région-là, les croyances, il y a l'honneur est très important. Donc, bref, on invite la dame en question dans une maison. Et là, quand elle arrive sur place, elle découvre qu'il y a 3 autres individus qui sont là. Les hommes se jettent sur elle et ils vont l'étrangler. Une fois morte, ils vont la jeter dans un puits, qui est un puits une collecte d'eau, le souterraine. Ils la jettent dans le puits. Là, on se dit, merci, bonsoir, l'histoire est terminée. Et à ce moment-là, le frère de la femme disparue va porter plainte auprès des autorités qui, eux, vont déclencher une enquête, vont interroger le mari. Le mari dit, elle s'adonnait à la prostitution, je pense qu'elle est retournée à Mumbai, on s'est disputé, merci, bonsoir. Comme il n'y a pas d'élément qui permet de croire qu'il y a eu crime, l'affaire est classée. Donc ça se passe en 1992. Et là, voilà qu'au cours des dernières semaines, la maison où le crime a été commis, écoute bien ça, c'est quand même incroyable. La maison où le crime a été commis est depuis abandonnée. C'est devenu une vieille bicoque abandonnée. Mais la bicoque a la réputation d'être hantée depuis. Donc, même la nuit ou à la tombée du jour, les enfants évitent de passer aux côtés de cette maison parce qu'ils y rapportent des ombres et entendent parfois des voix. Là, jusque-là, on n'est pas encore dans l'enquête policière. Mais voilà que sur les 4 assassins de l'époque, il y en a toujours 2 de vivants. Les 2 autres sont décédés au fil des années, mais les 2 vivants, ce sont les 2 frères. Donc, le mari cocu et son frère qui ont participé au crime. Ils s'en vont rencontrer une guérisseuse. Et il demande à la guérisseuse, je sais, c'est une histoire abracadabra, il demande à la guérisseuse de les aider à se débarrasser d'un fantôme qui lui colle au basket, finalement. Et donc, la guérisseuse entend un peu les confidences de ce couple-là, de ces 2 hommes-là, qui racontent, ils laissent sous-entendre qu'ils auraient assassiné une femme il y a de nombreuses années. Elle confie ça à la police. Et là, la police, en vérifiant dans leurs archives, disent qui est l'homme qui cherche du support d'une guérisseuse. Elle le nomme, elle dit c'est Samshuddin Kidawala. Ah, lui. Là, en fouillant dans les archives, ils disent même Samshuddin Kidawala, qui en 1992 avait été lié avec la disparition de sa femme. Et là, il cherche le secours d'une guérisseuse pour se débarrasser d'un fantôme
Il y a peut-être quelque chose. Et là, finalement, crois-le ou non, tout ça va les amener à la fameuse maison hantée. Ils vont fouiller dans la maison hantée et là, le 29 avril dernier, ils ont déterré le squelette de la dame, le Fazawa, qui avait été jeté là. Ils ont trouvé les ossements. 34 ans après. Ils ont pris les ossements. On a fait des analyses ADN. On a comparé l'ADN avec le frère, qui à l'époque avait signalé la disparition de sa sœur. Et on a eu un match parfait. Et donc, je t'ai même préparé une petite vidéo où on va voir la tête de nos 2 assassins qui ont été arrêtés finalement et qu'ils ont donc, on a la police de Ahmadabad. Ouais, donc on voit ici Farzana Radanpouri. Ouais. Et bon, les assassins, la maison. Et là, on les voit, nos deux individus qui ont été arrêtés. Eux, le mari... Tiennent par la main, hein? Ouais, ça tienne par la main. Le mari Cocu avait 61 ans quand il a été arrêté il y a 3 jours. Il avait 61 ans. Son frère en a 63. Et donc, là, ils font face à des accusations. Ils ont été formellement inculpés pour le meurtre et éventuellement vont faire face à une possible condamnation à mort. Tout ça pour dire que c'est une histoire assez incroyable et qui mêle, tu vois, cet aspect de fantôme, d'ésotérisme et tout ça. Donc, c'était l'utilité de la justificative pour les autorités d'émettre ce fameux communiqué. Qu'est-ce qui arrive aux fantômes en question? On va appeler un guérisseur. Moi, en connais-tu? J'en connais, mais je pense qu'ils ont des dossiers, mais ils ont des dossiers de police. Pratique illégale de la médecine. Mais dans toutes les enquêtes que j'ai menées, je n'ai rencontré qu'un cas semblable aux États-Unis. Dans ces cas-là, c'est difficile d'enquêter là-dessus parce que ça se passe dans un pays lointain. On a des problèmes de langue, le sanskrit, tout le reste. Mais aux États-Unis, je me rappelle avoir enquêté sur une dame qui avait été assassinée en 1979 à Chicago. On avait retrouvé son corps et à ce moment-là, les policiers avaient aucune idée de qui avait commis le crime. On pensait que c'était un crime de rôdeur. Rentré dans la maison, on avait assassiné la dame. Et éventuellement, le crime, le meurtre, c'était en février 1977. À l'été 1977, je te résume l'affaire, il y a une dame qui a appelé les services de police, puis elle a dit, je crois savoir qui a assassiné cette dame qui s'appelle Teresita Bassa. Les policiers la rencontrent et elle dit, cette dame-là était d'origine des Philippines et la victime aussi était d'origine des Philippines. Et elle dit que à quelques reprises durant la nuit, elle a été comme possédée par l'esprit de Teresita Bassa qui lui parlait en philippin et qui lui a dit, mon assassin est un certain Alan Shavery. Les policiers ont dit, mais là, fumé, hein, là, ils ont quand même regardé et effectivement, ils ont découvert que dans l'entourage de la dame assassinée, il y avait bel et bien un Alan Shavery qui n'avait jamais été suspecté de rien. Ils sont remontés à Alan Shavery, ils ont trouvé en sa possession des objets qui avaient appartenu à Teresita Bassa et finalement, le bonhomme a été arrêté. Il a été accusé de meurtre. Bon, tu sais comment que ça se passe. Accusation plus légère de plaider coupable à des accusations de crimes d'homicide involontaire. Fait que finalement, il a été condamné à 14 ans de prison, a été libéré après 5. Mais n'eût été, et moi j'avais parlé avec les policiers sont catégoriques. N'eût été de cette femme, Madame Chua, qui disait être possédée la nuit par l'esprit de Teresita Bassa, jamais dans leur investigation, ils auraient porté des soupçons sur Alan Shavery. Il doit y avoir une autre explication que ça, hein, Christian. Sinon, les sceptiques sont confondus. On est confondus, mais sinon, que le SPVM engage des fantômes. Ouais, mais c'est des cas exceptionnels, entendons-nous, là. C'est pas des cas. Mais c'est même pas des cas exceptionnels. Il y a une histoire quelque part pour expliquer tout ça. Il y a une possibilité. Une des possibilités qu'il y avait. Es-tu en train de me dire que des fantômes existent? Non, je te disais qu'on est en face à une situation qui est un peu troublante. Dans ce cas-là, mais t'as raison quand tu dis on a toujours une possibilité d'une explication. Une des explications qui avait été évoquée, c'était, les critiques, on dit, peut-être que cette Madame Chua a entendu parler, elle a ouï dire ce Alan Shavery avait commis le crime, puis elle a passé par l'idée du fantôme, l'ésotérique pour dire c'est lui, plutôt que de dire j'ai entendu une conversation puis que c'était lui. OK, mais fais-moi pas le coup la semaine prochaine pour dire tu fais pas d'acronyme. Un fantôme va en faire à ta place. Mais durant le procès, il faut quand même le dire, jamais cette idée-là est sortie. Donc, on a l'idée qu'elle ait pu être effrayée par Alan Shavery parce qu'elle avait ouï dire une conversation. C'est pas sorti durant le procès. Ce qui est sorti durant le procès, c'est l'histoire du fantôme on est vendredi, je vais laisser passer ça. Ça me fait
plaisir. Toi, tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Ben, va-t'en. Je vous laisse. Bonne fin de semaine. Non, c'est ça. T'as autre chose à faire. Parfait. Merci. On se reparle plus tard. Merci. Ça marche.